3, 2, 1. L'Italie c'est fini, la F1 en Europe aussi, en tout cas pour la saison 2023 et on va débriefer tout ça ensemble. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des pistonnés et je suis bien accompagné comme d'habitude, monsieur Hamza Ramani d'un côté, monsieur Brice Germain de l'autre. Ça va messieurs, comment ça va? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, come state? Bene, bene. ma vado molto bene quando la Ferrari fa terzo e quarto, quindi... Il m'a perdu. Ouais. Era una bella gara delle macchine rosse, eh? Ce qui est ouf, c'est que quand il fait une imitation dans n'importe quelle langue, t'as l'impression que c'est un gros B, 3 petits points. Tu sais, genre, il met toujours l'intensité, tu sais, du grand dragueur. Voilà, c'est ce que je veux dire. T'as conscience que c'est l'une de mes langues maternelles. C'est même pas C'est vrai. c'est pas une imitation. Mais je l'avais déjà remarqué en espagnol en fait. Et quand tu fais l'allemand, c'est encore plus criant. Si lo puedes. Tu vois, Ponemos si hablo espagnol. j'ai l'impression qu'il me susurre à l'oreille des choses, tu sais, des choses indécentes. En la discothèque, là. Vous avez kiffé les gars ce Grand Prix d'Italie? Franchement, on a dit hier, la semaine dernière, que c'était le meilleur Grand Prix de la saison. Je sais pas si l'Italie n'a pas détrôné le Pour un Zandvoort. GP en Italie à Monza, j'ai ouais. passé un excellent dimanche. C'était excellent. Ouais, je vous trouve un peu dithyrambique là. C'était cool, mais je trouve quand même qu'on a attendu qu'il se passe quelque chose qui s'est jamais passé quand même. On a finalement une hiérarchie qui est revenue dans l'ordre. Je sais pas, une petite frustration quand même qu'il n'y ait pas eu un poil de piment en plus. Mais on m'a raconté une histoire qu'on va raconter, mais cette histoire, moi, elle m'a plu. Ouais, exactement. Simplement. Et j'ai remarqué que depuis que tu as eu raison pour Nick De Vries, t'es un poil pisse-froid, je trouve. Mais c'était pour rappeler que tu as eu raison sur Nick De Vries il y a un an pile maintenant. Ce qu'on appelle communément un gros connard dans le genre. Non, pas Oui, du t'es tout. pisse-froid. C'est Jamais, le langage jamais. médiatique pour dire que t'es un peu un connard depuis. Jamais dans ma bouche. Les gars, on découvre ensemble les 4 enseignements qu'on va développer dans cette vidéo. On va parler de monsieur Carlos Sainz. On va ouvrir sur monsieur Carlos Sainz. Est-ce que c'était sa course référence au sein de la Scuderia Ferrari? Le 10 sur 10 de Max Verstappen et de Red Bull. Aston Martin qui tombe du podium. Et Alpine qui est sur la pente descendante, qui est surtout sur la piste noire. Eh bien, évidemment, tout de suite, le débrief. Je sais que vous êtes prêts. On a hâte d'en découdre. On lance tout de suite les hostilités. Et avant de lancer les hostilités, on va quand même se rappeler le classement de la course. Alors, je vais pas vous le détailler parce que je sais que vous savez lire, mais je vais vous détailler ce dont on ne va pas parler dans cette émission. On parlera notamment pas du top 6 de Lewis Hamilton, qui a pourtant été très agressif, un poil trop agressif sur Piastri, mais qui nous a livré de très beaux dépassements. J'ai celui sur Albon, celui sur Norris notamment en mémoire. Il nous a régalé. Et on ne parlera pas de Bottas, puisque dans cette émission, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est ce que j'ai entendu hier. C'est ce que j'ai entendu hier en réunion. Non, je plaisante, mais on ne parlera pas de Valtteri Bottas qui a mis un point très important pour Alfa Romeo et qui a profité de la stratégie à 2 arrêts de Lawson, de Piastri, Sargent qui avait des gommes aussi également complètement flinguées. Bref, bravo en tout cas à Valtteri Bottas. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans cette saison. On attaque sur le premier enseignement, les gars. Carlos Sainz, week-end référence en tout cas pour 2023 et pourquoi pas au sein de la Scuderia Ferrari. Ferrari qui était la 6e force à Zandvoort, dans le rythme des Red Bull du côté de Monza, une vitesse phénoménal en ligne droite, un package Monza aussi peut-être un peu plus élaboré que la concurrence. Il y avait bien sûr cet aileron débraqué à l'arrière, mais il y avait surtout ce moteur gonflé aux hormones, on peut le dire ainsi. Le moteur était en tout cas assez puissant et il faisait partie de ce package tout à fait spécial. Malheureusement, la Ferrari a été handicapée toujours par cette dégradation. On l'a très vite vu notamment sur le train arrière et de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Et puis Sainz, il y a quand même ce week-end, je vous posais la question, référence, week-end exceptionnel. Lui qui a dominé Leclerc dès le vendredi, qui nous a livré un tour magique en Q3. Il y a eu cette belle résistance aussi face à Max Verstappen. Il a quand même fait 14 tours en tête, ce qui en 2023 est un exploit. Des défenses aussi. Est-ce qu'il n'était pas un peu à la limite sur Perez et sur Leclerc? J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Et son premier podium de la saison. Ferrari est la 4e équipe à compter un podium pour chacun de ses pilotes. On rappelle aussi également qu'à la fin de la course, il ne termine qu'à 12 secondes de Max. C'est-à-dire qu'il a fait mieux que Charles Leclerc à Bakou, à Spa et du côté, bien sûr, de l'Autriche. Course référence pour Carlos Sainz, les gars. Disons que je ne m'attendais pas à grand-chose. Malgré sa pole, je parle uniquement du dimanche et de la course. Effectivement, il fait un week-end finalement assez complet. Mais dimanche, tu te dis, départ, t'as Max derrière. Quand va-t-il craquer? Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne 14 tours. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse ses défenses
lors des premières ou de la première tentative de Max. Il fait une course extrêmement complète, agressive défensivement, mais moi, c'est aussi ce que j'aime voir chez un pilote. D'autant plus que Monza, c'est un circuit particulier où on connaît l'influence du DRS qui est assez minimale par rapport à d'autres rendez-vous, d'autres circuits. Il fallait forcément se montrer plus agressif en attaque, mais aussi en défense, parce que la position était la priorité pour le pilote. Et j'ai vu chez Carlos Sainz ce dimanche une course, un week-end de course extrêmement complet, extrêmement positif. Alors on va me dire, ouais, mais il commet cette petite erreur, ce petit blocage qui lui coûte la première place. C'est peut-être ce qui lui manque aujourd'hui pour accéder au très 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 haut niveau en Formule 1. Là où un Max ne commet aucune erreur, Carlos Sainz en a commis une micro, et ça lui coûte la victoire. Ça lui coûte peut-être pas la victoire, mais en tout cas, ça lui coûte la première place à cet instant de la course. Je pense que dans tous les cas, il se serait fait prendre à un autre moment que celui-là. Mais disons que j'aurais préféré que ce soit sur un undercut de Red Bull ou quelque chose. Là, ça vient de lui, c'est son erreur qui coûte. Ouais, mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi plus agréable de voir qu'il a été à la limite de la limite de Bien la sûr, limite totalement. dans sa défense de Max Verstappen? Est-ce qu'on a vu quelqu'un défendre comme ça sur Max Verstappen depuis le début de saison? Je suis pas sûr. Après, est-ce que quelqu'un avait le matériel pour le faire? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être Pérez, mais lui n'a pas le droit de défendre de façon aussi agressive que l'a fait Carlos Sainz. La stat dont on m'a parlé tout à l'heure, elle est assez éloquente, je trouve. Sainz a tenu 14 tours Max Verstappen, et avec ces 14 tours, il devient le premier pilote non Red Bull en termes de tours menés cette année, puisque Pérez est à 138 et Max à 661. Waouh. Sainz est à 14 et c'est le troisième pilote en termes de tours menés, ce qui veut dire que c'est statistiquement le pilote qui cette saison a opposé le plus de résistance au Red Bull sur ce premier relais. Et à la régulière. Parce que ce n'est pas un moment où les Red Bull sont entrés au stand, du coup, circonstances de course, monsieur est devant. On parle d'une course où la pole position est certainement sur le calendrier le moins un avantage. Puisque tu te retrouves en fait à la merci de tout le monde, que ce soit à l'aspiration dans le premier tour ou au DRS à partir du tour 3. Donc, il n'avait pas non plus toutes les cartes en main pour gagner. Perte de position hier, ce n'est pas du tout un camouflet pour Carlos Sainz, et je trouve bien au contraire vis-à-vis de sa référence à lui, qui est Charles Leclerc. Complètement. Et vu la course qu'il fait, effectivement, il y a cette petite erreur. Mais sinon, dans la gestion, plus la défense, cette défense milieu de piste pour emmener la monoplace à l'extérieur, pas à la corde justement, au premier virage, pour garder la corde au T2, au final, ça bloquait tout le monde. Et il a été très intelligent. Je trouve qu'il a mieux résisté au Red Bull que ce que Charles Leclerc n'a fait. Il a l'idée Ferrari tout le week-end. C'est pas une course référence, c'est un week-end référence, parce qu'il y a la pole, mais il y a aussi l'établissement des réglages pour le week-end, dont s'est servi Charles Leclerc. Et là où c'est étonnant, là où on peut se satisfaire de la performance de Carlos Sainz, on a souvent dit dans cette émission, les gars, au sujet de Carlos Sainz, que il est le champion, on va dire, de la régularité au sein de la Scuderia Ferrari, mais que lorsque la voiture a le potentiel pour aller chercher quelque chose, il est toujours en retrait de Charles Leclerc. Est-ce que là on n'a pas un satisfait intéressant, c'est-à-dire que la voiture était au niveau et Carlos Sainz a fait mieux que Charles Leclerc sur le week-end? Bah oui. Je suis le premier à tailler Carlos Sainz pour son manque, à mon avis, de pointe de vitesse, de pointe de pilotage, et que je le trouve toujours un petit peu conservateur dans le fait de ramener la voiture à la maison et de mettre des points, contrairement à Charles Leclerc qui va peut-être plus m'émerveiller en qualification, par exemple, sur une pointe de vitesse. Là, en fait, il a tout à fait, en tout cas sur l'espace de ce week-end, gommé ce que je n'appréciais pas de lui, à savoir qu'il a été le pilote leader de la Scuderia sur ce week-end, que ce soit en termes de gestion et de poigne vis-à-vis de la défense qu'il avait, et que ce soit en termes de pilotage, en fait. Il a été meilleur en vitesse pure et en gestion de course. Et là-dessus, c'est tout à son crédit, parce que jusque-là, on avait un pilote qui était meilleur en vitesse pure et un qui était peut-être mieux gestionnaire. Là, il a aligné les deux cases ce week-end. Maintenant, est-ce qu'il serait capable de le faire avec une voiture de pointe et jouer quelque chose sur un championnat? C'est autre chose, encore une fois. Charles Leclerc a montré qu'il ne savait pas forcément le faire encore. Mais là, ce week-end,
Carlos Sainz, oui, c'est une référence. Son driver of the day est largement plus mérité, je trouve, que les Red Bull, au vu du fait qu'il n'a pas le même matériel, qu'il s'est davantage battu, alors que les Red Bull ont plus attendu, je pense, que le moment où justement la fenêtre allait être plus optimale au vu de la dégradation pneumatique. Là, c'est maestria. Justement, tu parles de dégradation pneumatique. Ferrari, oui, a beaucoup plus mangé ses gommes que la Red Bull. C'est comme d'hab. Sainz le reconnaît lui-même, hein, qu'il a été victime de cela. On a vu la radio au 4e tour de Verstappen. Verstappen, dans la cool room, il en parle justement à Sainz en disant limite « Oh mon petit, je regardais tes pneus, j'avais de la peine pour toi. » Enfin, c'est lunaire, quoi. Franchement, tu reçois ce message, c'est terrible. Quand tu as l'impression d'avoir fait la course de ta vie, et tu as le mec derrière qui te dit ça. Mais il y a aussi une explication, c'est que... Et vous êtes qui? Ouais, l'idée, c'est ça. Et il y a aussi une explication, c'est que justement, la réduction maximale de la traînée côté Ferrari fait que, notamment dans la Lesmo, elle était beaucoup plus en difficulté que la Red Bull. Leclerc disait que sur la parabolique, il voyait Sergio Pérez attaquer très fort à l'entrée et ressortir extrêmement proche. Et c'est pas qu'il comprenait pas, mais il avait été assez impressionné justement par la qualité chez cette Red Bull. Et puis, un petit message d'optimisme peut-être pour l'avenir de Ferrari, c'est que Fred Vasseur, au micro de la Sky, disait « Depuis Zandvoort, on a compris quelque chose. On l'a entendu au Canada. Hein. Ah, mais il y a les résultats, en tout cas. Oui, mais après, c'est Monza. quelque chose à Monza. Oui, t'as Voilà, raison. Singapour sera une autre paire de manches. Mais... Singapour, on le rappelle, hein, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, mais Red Bull s'attend à vivre son week-end le plus compliqué. Ils avaient déjà dit ça pour la Hongrie, ils avaient fini avec, je crois, 33 secondes d'avance. mais ils ont que des week-ends compliqués, Red Bull. Ouais. Faut un peu plus compliqué depuis la trêve. Soit c'est la météo, soit c'est les circonstances, bien sûr, notamment de circuits comme Monza. C'est le premier podium de Sainz, hein, quand même. Exactement. Oui, c'est ce premier qu'on podium de disait, Sainz, tout à fait, en 2023. C'est la 4e écurie donc, qui rejoint Alpine, C'est ça. Mercedes et Red Bull. Comme les écuries qui ont mis leurs 2 pilotes sur le podium au moins une fois cette saison. Carlos Sainz n'avait pas de podium, effectivement, alors que Gasly en avait un, Ocon en avait un, Alonso en avait un. Plusieurs. 7 au total. Les gars, je suis obligé de vous interroger aussi sur ce qui s'est passé sur la fin de course. Je rappelle que mercredi, enfin vous le savez pas encore vous chez vous, mais mercredi on va faire un grand débat sur le leadership justement de Leclerc au sein de Ferrari et des décisions qui devront peut-être être prises justement par Frédéric Vasseur. Il y a eu cette bagarre de fin de course entre Carlos Sainz et Charles Leclerc. Frédéric Vasseur justement s'est exprimé à ce sujet à l'arrivée de la course sur Formula One TV. Il dit j'étais très détendu. Non, c'est faux. Je leur ai dit de ne pas prendre de risques, mais cette notion est toujours relative. J'ai vraiment apprécié les 2 derniers tours et j'espère que les fans aussi. Comme vous pouvez l'imaginer, nous aurons une discussion à ce sujet après la course, mais pas ce soir. Et puis demain, ils seront de toute façon à l'usine. C'est sûr que c'est un sentiment un peu étrange, mais comme vous le savez, j'aime laisser les pilotes se battre. Réaction aussi également de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Charles Leclerc qui nous dit voilà ce que devrait être la course en permanence. Cela me rappelle l'époque du karting où nous étions tous à la limite. C'était à la limite pour Carlos du côté défensif, c'était à la limite de ma part du côté attaquant. Cela signifie tellement pour nous deux d'être sur le podium ici, alors nous avons tout donné. Carlos Sainz qui dit c'était rude, mais c'est toujours un plaisir de lutter contre Charles quand on en a la chance, et c'était encore le cas aujourd'hui. C'est un grand compétiteur et c'est pareil avec Max et Checo. On s'est bien amusé aujourd'hui et j'espère que ça a été le cas pour tout le monde. Les gars, je suis un petit peu naïf, je suis un petit peu candide. J'ai l'impression que c'était un côté let's them race, qu'il y avait un côté on est à domicile, on est dans une saison en souffrance et on va offrir du bonheur à nos tifosi. Je suis vraiment trop candide, je suis vraiment trop naïf. Il y a 2 lectures. La première lecture, on va rapidement l'évacuer, c'est celle du pilote qui a pris énormément de plaisir. C'est celle du spectateur, du téléspectateur qui a pris énormément de plaisir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à regarder cette lutte. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Puis, il y a l'écurie. Je trouve, personnellement, encore plus à Monza à domicile, quand on connaît les difficultés de Ferrari cette saison, qu'il y a eu une prise de risque pas forcément nécessaire de la part de l'écurie de laisser les 2 pilotes se battre. Encore plus avec le message très ambigu, et il le reconnaît lui-même, Frédéric Vasseur, ça veut rien dire. No risque. Ne prends pas de risque. Charles Leclerc, peut-être, va estimer que lui n'a pas pris de risque. Quand il bloque les 2 roues et qu'il manque de percuter Sainz, quand tu bloques les 2 roues, tu maîtrises pas ton véhicule. No risk, ça veut clairement dire tu fais ce que tu veux, mais pas n'importe quoi. Donc, oui. Ça veut rien dire. Ça veut dire tu peux tout faire, mais ne crache pas la voiture. Ça veut juste dire on t'a prévenu qu'on n'est pas forcément très chaud, mais pour autant, on ne va pas t'empêcher de le faire. Traduction, Ferrari se dédouane d'un quelconque problème
pour rejeter la faute sur ses pilotes si jamais il se passe quelque chose de mauvais. C'est comme ça que je le lis, le no-risk, justement. Et il le dit 3 fois, dont une fois à l'amorce d'un déboîtage de Charles Leclerc sur la ligne droite des stands. Xavi, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un petit bug de radio et on l'entend à F1 TV après. Mais c'est bien à ce moment-là que ça se passe. Mais je trouve que on rappelle, c'est le meilleur week-end comptable de Ferrari. Oui. Ils ont potentiellement ce sprint. pris le risque. Oui, c'est vrai. Ils ont potentiellement pris le risque de sacrifier un podium, de voir un double abandon. Enfin, encore plus quand tu luttes pour le championnat. Ils ont pris la 3e place à Aston Martin. Je trouve la prise de risque totalement pas nécessaire. D'autant plus que moi, il y a une lecture qui est en train de se faire en Espagne et on connaît les médias, encore plus dans les pays latins. Ça peut très vite monter en épingle. Quid de l'inverse ? Exactement. Bah oui. Et le père de Carlos Sainz lui-même a dit, ouvrez les guillemets, Carlos doit demander pourquoi les pilotes peuvent parfois se battre entre eux et parfois non. En Espagne, autant vous dire que sur DAZN, dès la fin de la course, ça a été le principal sujet de discussion. Il est devenu espagnol maintenant, Carlos Sainz, pour les médias ? C'est bon ? Paraît-il. Depuis qu'Alonso fonctionne moins bien. Depuis qu'Alonso a critiqué la hausse des prix de DAZN, maintenant le pilote espagnol, c'était Carlos Sainz. D'accord. Il faut suivre, faut savoir. Et effectivement, je peux comprendre qu'on puisse se poser la question et c'est laisser la place aux doutes qui s'immiscent peut-être au sein d'un clan de l'écurie, d'une partie de l'écurie. Que se passerait-il dans la situation inverse ? On va pas. Moi, j'ai mon avis, mais bon, on l'a vu cette saison, je crois que c'était en Autriche, où on avait demandé à Sainz de ne pas passer. Ils ont du mal à gérer ces situations. On se souvient de Silverstone l'année dernière, où pendant très longtemps, on n'a pas su quoi faire. Carlos Sainz ralentissait Charles Leclerc et ça permettait à Lewis Hamilton, qui était avec une W13, je me rappelle, qui ressortait de la cave, de revenir sur ce relais et du coup d'inquiéter les Ferrari qui étaient pourtant première et deuxième. On a un peu du mal à se positionner, j'ai le sentiment, et c'est tout le problème de ce dont on parlera mercredi, à savoir qu'il n'y a pas de pilote qui se dégage vraiment, que le Let Them Race, aujourd'hui, je pense, est la philosophie que veut prendre Ferrari, mais que cette philosophie est en contradiction avec quelque chose, un besoin cruel de points pour cette lutte pour la 2e place au championnat du monde des constructeurs. Et pas la place de Red Bull. Exactement. T'as pas de 200 points d'avance ou 300 points d'avance au championnat constructeur. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux veulent affirmer un leadership parce que l'année dernière, il y avait une voiture pour se battre pour la gagne et que si cette voiture revient à un moment donné, je pense que dans la tête des dirigeants, ils veulent qu'il y en ait un qui soit clair. Et les deux veulent cette place-là. Carlos Sainz n'a absolument pas abdiqué sur cette possibilité d'être numéro 1 un jour chez Ferrari, je pense. Moi, il y a un autre aspect de la progression de Ferrari qui, je pense, doit être signalé, c'est l'aspect stratégique. Lorsque Carlos Sainz bloque ses roues et du coup perd la première place au profit de Verstappen, à aucun moment, à ce moment-là, on dit Carlos entre au stand. Leclerc, qui était 3e, au moment où Sainz était en tête, avait 1 seconde 7 de retard sur le premier. Au moment où Sainz entre au stand en premier, Leclerc a plus de 5 secondes. Il a 5 secondes 7 de retard. Donc en 5 tours, Leclerc a perdu 4 secondes sur la première place. Parce que Sainz devant le ralentissait. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne fallait pas tenter une stratégie audacieuse ? Mais quand tu vois le rythme de la Ferrari, alors c'est forcément plus facile à dire après course et après coup. Mais Ferrari, finalement, n'était pas menacé par Mercedes, par Aston, par Albon, par qui il reste, McLaren. Il y avait Red Bull, Ferrari. Pourquoi ne pas avoir tenté un risque, une prise de risque, tenter l'undercut avec l'un des deux pilotes immédiatement après le dépassement ? On sait que, je crois que c'est Russell qui disait que l'undercut va être très puissant. Powerful. Et on l'a vu. Il a été relativement... Moyennement. Voilà. Norris Piastri, ça a marchouillé, mais... Tu peux prendre un risque. Au moment où tu commets, à mes yeux, cette première erreur de laisser Sainz trop longtemps en piste, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Leclerc de prolonger son relais pour peut-être avoir des pneus plus frais, peut-être profiter d'une voiture de sécurité virtuelle ? On a mis, comme tu le dis souvent, les deux sacs dans le même panier. Ferrari, au début de course, a ce que j'appelle un immense avantage stratégique, c'est qu'ils étaient à le fameux 2 contre 1. Le 1 et 3. On l'a souvent dit lors des batailles Red Bull-Mercedes. À 2 contre 1, tu peux mettre en difficulté le pilote tout seul, même s'il est meilleur que toi, même s'il a une voiture meilleure. Stratégiquement parlant uniquement. Oui, bien sûr. Pas en mais malheureusement, on ne l'a même pas vu, cet aspect stratégique chez Ferrari. Mais parce que, on l'a pas vu parce que
Je suis pas sûr qu'il faille refaire la course à ce niveau-là, dans le sens où il y a des choses qu'on omet dans cette démonstration-là. La première, c'est que Carlos Sainz se fait dépasser un peu trop tôt pour que la stratégie puisse réellement rentrer. Il se fait dépasser au tour 15, enfin au début du 15. La dégradation est déjà forte chez Ferrari, mais si on s'arrête maintenant, on s'oblige à un double arrêt, enfin deux arrêts à la fin de la course. Ce que Ferrari ne voulait absolument pas faire, et ce qui a été d'ailleurs très mauvais pour ceux qui l'ont effectué, puisqu'ils sont quasiment tous en fin de course. La deuxième chose, c'est que j'ai pensé exactement pareil que toi quand j'ai vu Charles Leclerc qui était bloqué par Carlos Sainz. Je me suis dit, mais là, en fait, la tête de course s'échappe toute seule. Pour les deux pilotes, Ferrari. Les deux pilotes, et les deux pilotes sont en train de se faire perdre du temps l'un à l'autre. Sauf qu'en fait, quand tu regardes à ce moment-là, Carlos Sainz, il ressort dans le paquet construit par Alex Albon. Et je pense qu'il y a une volonté absolue de ne pas se retrouver derrière le moteur de la Williams à ce moment-là. Parce que c'est le seul que les Ferrari ne peuvent pas aller chercher. Peut-être. Alors, tu marques un point. Alex Albon s'arrête au tour 15. Il est sur une stratégie à un arrêt. Donc effectivement, tu pouvais pas t'arrêter au tour 15 puisque tu étais devant lui, peut-être au tour 16. Regardez au 14, effectivement, enfin à la fin du 15 pour Sainz, on en était justement à 20 secondes d'écart. Mais pour le coup, derrière, il y avait un trafic énorme. Ah oui, non, mais il n'y avait pas d'espace très libre et les trains DRS qu'a créé la course ont fait que les arrêts ont toujours fait ressortir les pilotes dans des zones extrêmement compliqué, ou en tout cas, il n'y avait pas de fenêtre idéale pour réaliser ça. Et je le disais tout à l'heure, Monza, le plus important, c'est la position. Tout à fait, exactement. Je pense qu'on a été complet sur Ferrari, on pourrait juste rajouter... Mais merci Ferrari de nous avoir permis de vivre cette bataille. Meilleur quand même. week-end de points de la saison, 27 points de l'année cette saison, c'est quand même... La dernière chose qu'on pourrait rajouter, sans rentrer dans les détails, parce qu'on manque déjà un petit peu de temps, il y a eu un petit arbitrage maison, heureusement pour Ferrari en qualification quand même, les gars. Non, tu veux dire que si ça avait été Sargent et Lawson, il n'y aurait pas eu... Je sais pas. Oh, quand même. Je sais pas votre avis, non. Ouais. J'ai compris ton ironie, c'est bien que tu es d'accord avec moi. Tu savais que La Mission sur la Lune, c'était un film de Coppola à la base ? On n'est jamais allé sur la Lune. Tu savais ça ? Que la pénalité tombe que l'absence de pénalité tombe tout de suite après la pole position. Arrête, quand même. Soyons pas naïfs. Tu sais qu'il m'a dit que la Terre était plate ce matin. Un peu étonné. Ouais, je sais. Il m'a parlé du 11 septembre la semaine dernière, j'étais chaud. Oh là là, c'est tendu. Hein. Il y a des sujets sensibles quand même. Oui, t'as raison, on fait des blagues là-dessus, les gars, mais c'est pas marrant. Deuxième enseignement, Red Bull, 10 sur 10. La titraille était facile pour ce week-end. Nouveau record de Max Verstappen. 10e victoire consécutive en 2023. Un Max Verstappen, je sais que ça vous a épaté, qui a été calme et réfléchi derrière Carlos Sainz. Lui qui a poussé l'Espagnol à l'erreur. On en a parlé tout à l'heure avec ce blocage de roue. Et puis la gestion de fin aussi, parce qu'on a appris après la course qu'il a eu un problème mécanique, l'ami Max Verstappen. Et oui, la fiabilité peut poser problème du côté de chez Red Bull, mais sans conséquence. Et puis le sourire de Sergio Pérez. Il y a eu ces déclarations sur le développement de Red Bull qui ne va pas dans son sens. Il l'a expliqué la semaine avant la course. Il y a eu encore cette erreur du vendredi. Encore une qualification quand même qui laisse un petit peu... songeuse, hein. P5 en qualif en Q3 samedi, la belle bataille avec Russell en début de course, et puis il a quand même réussi à dépasser les deux Ferrari malgré leur vitesse de pointe. On commence sur Max, les gars, on va aller vite, hein. On va comme chaque semaine parler de statistiques, parler aussi d'impression, parce que ce côté calme et réfléchi, je sais que ça vous a beaucoup marqué. Statistiques, alors, donc on a dit 47 victoires. 15e victoire consécutive pour Red Bull. Ouais, depuis Abu Dhabi 2020, c'est 65% de victoires. Waouh. Voilà, ça fait donc quasiment 3 saisons. Et il est à 2 tiers de victoires depuis ce moment-là, et 85% de podium, puisqu'il a mis 50 podiums en l'espace de 60 et quelques courses. Est-ce que tu veux une stat encore plus marquante à mes yeux ? Entre 1973 et 1987, le recordman du nombre de victoires en Formule 1, c'était Sir Jackie Stewart, avec 27 victoires. 27 victoires, c'est le nombre de Max Verstappen depuis le début de la saison 2022. En un an et demi, il a pulvérisé. Après, encore une fois, ça, il y a plus de GP, etc. Quand même. Et la fiabilité, et la fiabilité, et la décennie, là. C'est quand même incroyable. Oui, ça fait comme une sacrée rouste dans le béret de Jackie Stewart, de Sir Jackie Stewart. Et son kilt aussi, hein. Ouais, voilà. Déquilté, justement, le pauvre triple champion du monde. Non, mais... Bon, en termes statistiques, je suis pas sûr qu'on ait d'autres choses à rajouter sur Max Verstappen. La seule chose, l'impression... en fait, l'impression, c'est que depuis le début de saison, c'est des tracteurs. Alors, il y a fan des tracteurs et il y a lecture objective. On va essayer. Où tu situes Hamza Rahmani? Je rigole absolument. En tout cas, avec sa vision Illuminati des choses... Ah oui, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut monter très haut. Ils sont là. La seule chose qu'on peut, je trouve, retenir de ce week-end, en plus de tout ce qu'on a retenu depuis le début de saison,
c'est que même quand il y a de l'adversité, aujourd'hui, il ne retrouve pas le comportement qu'il avait en 2021, on va dire. Alors, l'adversité, elle n'est pas là toute la saison. C'est facile C'est vrai aussi. de ouais. rester calme quand l'adversité, tu l'as 15 tours. Mais je m'attendais, au vu de la défense de Carlos Sainz, d'avoir des complaintes à la radio, d'avoir des mouvements un peu Verstappenesques, en fait. Et je l'ai trouvé très intelligent d'attendre l'erreur de Carlos Sainz. Qu'il a parce provoqué. qu'il a provoqué, mais dès le tour 6 ou 7, on l'entend à la radio dire que Sainz galère avec ses Ouais. arrières. Lambiadze lui dit quelque chose comme « Tranquille, reste là, en fait ça va venir tout seul ». Et au final, c'est venu tout seul. À aucun moment, il n'a endommagé sa propre stratégie de course par la lutte. Donc, il n'a pas chauffé plus ses pneumatiques, ou en tout cas grillé ses pneumatiques. Il a fait sa course, il a attendu l'erreur et il est passé. Et se dire que même dans la difficulté, encore une fois, une petite difficulté, on a juste rehaussé le cran de 1, mais au final, on n'avait pas vu ça depuis le début de saison. Qu'il soit aussi serein et que le résultat soit le même à l'arrivée, bah, c'est encore un truc de plus que j'avais pas vu cette saison et auquel, que je rajoute au crédit de Max Verstappen. Il continue de progresser, Max Verstappen, Hamza, si j'écoute. Il a fait une course effectivement où j'étais assez curieux de voir comment justement il allait se comporter. Et très rapidement, tu sens le calme, la sérénité. Moi, j'ai beaucoup apprécié ses radios justement où lui, pilote dur, il va juste noter. C'était un petit peu, il avait dit quoi? Naughty, je crois, en parlant d'une défense de Carlos Sainz. On l'a pas entendu se plaindre. Moi, c'est quelque chose personnellement que j'apprécie beaucoup. Il a été dans le calme, dans la sérénité. Il a attendu l'erreur qu'il a provoquée. Et au moment où il est passé, il s'est rapidement échappé parce qu'il avait la voiture lui permettant, notamment dans le deuxième secteur, de s'échapper. Carlos Sainz n'a pas vécu dans la zone DRS de Max, alors que l'inverse était totalement vrai. Et que la bagarre lui a pas coûté autant en termes de capital que ce qu'elle a coûté à Carlos Sainz. Exactement, et c'est là où je voulais venir, c'est qu'il a quand même passé 14 tours alors qu'il faisait plus chaud le dimanche. Enfin, il n'a jamais fait aussi chaud, je crois, du week-end du 46 de ou 47 Monza. degrés en piste, je crois. Ça veut dire que 14 tours que tu passes derrière Carlos Sainz, c'est potentiellement 14 tours où tu reçois de l'air chaud, 14 tours où tes pneus vont potentiellement se dégrader plus rapidement, où la chaleur à l'intérieur, on a vu les problèmes de refroidissement chez Alpine, ça aurait pu arriver finalement, ça n'est pas arrivé, ou peut-être en toute fin de course, mais honnêtement, je ne sais même pas quel était le problème. Il n'a pas été précisé, ouais. Donc non, j'ai beaucoup apprécié la course de Carlos Sainz dans l'adversité, justement. Verstappen. La course de Verstappen. J'ai dit Carlos Sainz. J'ai apprécié la course des deux. On l'a déjà fait avant, Hamza. J'ai beaucoup apprécié effectivement la course de Verstappen et maintenant j'attends de voir la suite. Est-ce qu'il est capable? Ce que disait Helmut Marko, c'est si Red Bull gagne à Singapour, il estime que Red Bull aura la possibilité de gagner toutes les courses jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est vrai que j'attends Singapour avec impatience, même si malheureusement ils ont encore une fois, je le redis, modifié le circuit. Et ça c'est dommageable parce qu'il perd un petit peu de ses caractéristiques et son charme. Mais j'ai hâte de voir Singapour, comment va se comporter Red Bull et Max là-bas. Il va peut-être nous faire plaisir en termes de dépassement, parce que pour le coup, t'auras pas le choix, c'est fait pour. C'est pour allonger justement cette ligne droite et favoriser un peu plus de spectacle. Quoique du spectacle, on en a quand même assez régulièrement du côté de Singapour. Verstappen est le premier pilote de l'histoire à gagner Monaco, Silverstone, Spa et Monza la même année. Les 4 historiques. On attend Suzuka maintenant. Ouais, exactement. Il sera attendu au tournant. Et comme d'hab, il peut être champion. Bon, ça, on le dit pas. C'est mieux que Qatar maintenant, non? Il sera champion du monde. Si au rythme actuel, il est champion au Qatar. D'accord. Mais il peut être sacré champion au Japon. Il peut être sacré champion lors de la course sprint au Qatar. Ce serait tellement drôle qu'on ait un champion du monde le samedi. Et puis Red Bull peut être champion au rythme actuel au Japon et peut être champion à Singapour si ils prennent 44 points sur 44 et que Mercedes, je crois, met 0 ou 2 points max. Ils sont plus que 4 à pouvoir être champions. Verstappen, Perez, Alonso, Hamilton. C'est déjà foutu pour les Ferrari. Ouais, exactement. Enfin, comme si on avait un doute, mais... Oui, je trouve que c'est foutu pour tout le monde. Non, mais en fait, la question, c'est si Red Bull demain abandonne jusqu'à la fin de la saison, est-ce qu'il n'est pas champion? Parce qu'il faut que derrière, que Hamilton et Alonso gagnent toutes les courses. C'est quasiment sûr. Hein.
C'est quasiment fait. Les gars, hommage à Max Verstappen. On rappelle, 10 victoires consécutives. Ça y est, le record de Sébastien Vettel est tombé. Et alors, on a été très étonnés dans la nuit parce que l'homme qui a rendu le plus bel hommage à Max Verstappen s'appelle Toto Wolff. Oui, le patron de Mercedes qui s'est fendu de cette belle déclaration. Bravo à Max pour ces 10 victoires consécutives. Notre situation était un peu différente à l'époque parce que nous avions 2 gars qui se battaient dans l'équipe. Je ne sais pas s'il se soucie des records. C'est pas quelque chose d'important pour moi. Ces chiffres, c'est pour Wikipédia et personne ne les lit de toute façon. Alors, je ne sais pas si Toto Wolff s'est fait enseigner le fameux sum par Jérôme D'Ambrosio, mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. On n'a pas parlé de Sergio Pérez et pourtant, c'est peut-être là le sujet le plus intéressant sur ce Grand Prix de Monza. Sergio Pérez, qui a sécurisé un peu plus son titre de vice-champion, qui nous dit c'était très difficile de dépasser, plus dur qu'on ne le pensait. Ferrari avait une super vitesse de pointe, je sortais bien de la parabolique, mais c'était pas suffisant. J'étais à 2 ou 3 dixièmes. À 2 dixièmes, j'avais une chance. À 3, j'étais trop loin. J'ai pu dépasser Charles, puis Carlos, mais j'ai usé mes pneus. On a souvent été dur avec Sergio Pérez ces dernières semaines. Là, il faut reconnaître qu'il a été impressionnant dimanche. Course complète, là aussi, un peu comme Max, il a attendu son heure. Il a provoqué le dépassement, mais en essayant justement à de multiples reprises. J'ai beaucoup apprécié la course de Pérez aussi. J'ai apprécié la course de beaucoup de monde, Monza. Je vous invite, si vous avez la F1 TV, à vous regarder la bagarre Pérez-Sainz et vous faire la bagarre Verstappen-Sainz et d'analyser un petit peu la différence entre les deux. Si vous l'avez la F1 TV, faites-le chez vous. Vous verrez quelque chose qui est frappant, c'est que Verstappen et Pérez, je vais grossir le trait dans la phrase que je vais dire, ne conduisent pas la même voiture. Ou en tout cas, il y en a un qui est sûr qu'elle ne va pas sortir de la piste. Il y en a un qui est sûr que quand il va freiner, ça va freiner comme il a envie que ça freine. Et il y en a un où il est en train de conduire la voiture d'un autre. Imaginez-vous chez vous, vous prenez la voiture de vos parents ou que vous conduisiez jamais. Bon, celle-là, lui, en l'occurrence, lui, il l'a conduit. Et en fait, vous allez avoir besoin de vous faire à la boîte. Vous allez avoir besoin de vous faire au régime qu'il faut pour changer de vitesse. Vous allez avoir besoin de vous faire à la distance du capot avant. J'ai l'impression que Sergio Pérez, c'est ça. Et qu'en fait, oui, il y a peut-être moins de talent que Max Verstappen, mais il y a une partie de moins de talent et une partie de cette voiture n'est pas faite pour moi. La confiance dedans, le fait de l'emmener à la limite. Il freine plus tôt, il réaccélère plus tard, il s'inscrit de façon moins agressive. Aujourd'hui, ce qu'il a fait hier à Monza, pour moi, c'est une très grande course quand on sait que la Ferrari est plus maniable pour Sainz et Leclerc, même si elle a beaucoup plus de défauts que la Red Bull, et qu'en termes de vitesse de pointe, Max Verstappen a mis 14 tours à sauter Carlos Sainz. Pérez n'a pas été bien plus lent à venir à bout des Ferrari. Au contraire, il a mis en place des stratégies dans la parabolique pour sortir de l'air sale, se rapprocher et être à distance suffisante. J'ai presque trouvé Sergio Pérez plus menaçant que Max Verstappen sur les Ferrari. Donc la course de Pérez, pour moi, elle est excellente. J'aimerais bien voir ça plus souvent. J'aimerais bien que le développement soit orienté vers les deux pilotes pour qu'on ait une lutte, effectivement. Mais là, pour le coup, sur ce week-end, rien à dire de mauvais sur Sergio Pérez. Et au contraire, des éloges envers un pilotage qui a été grandiloquent, je trouve. Ce que tu dis sur le pilotage de sa voiture et le fait qu'il ne se sente pas. Ça, il le disait à Zandvoort. Je t'invite à voir l'ITV au micro de Sky Sport, où justement, on sent quand même le manque de confiance. Et c'est plus simple à Monza qu'à Zandvoort, pour le coup. Il dit quand même, petite nuance quand même importante, c'est peut-être que de la com, mais il dit, comme l'année dernière, le développement n'est pas allé dans le sens de mon style de pilotage, mais cette année, comparé à l'année dernière, ça allait dans le sens d'une écurie plus forte. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre entre les lignes, mais on a l'impression en tout cas que le développement a peut-être permis à ce que Max Verstappen soit encore plus fort avec cette voiture et que ça s'est joué à sa défaveur parce qu'il y a un style de pilotage qui est très, très différent. Des points ou que Red Bull soit plus fort, et Red Bull peut être plus fort avec juste Verstappen, puisqu'on le rappelle, Verstappen est leader du championnat du monde constructeur. Donc avec un pilote c'est ça. Et une voiture totalement optimisée pour un pilote, c'est suffisant.
Ce qui veut dire par là, c'est que je pense qu'il n'y a pas le côté politique qu'il y a pu y avoir après Monaco de l'année dernière. Sergio Pérez, forcément Hamza, il y a rien à dire. C'est vraiment pas un week-end parfait, mais un dimanche parfait en tout cas. Ouais, non, mais moi je le redis, j'ai vraiment apprécié sa course. On l'a vu lutter face à, encore une fois, peut-être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure adversité de la saison en termes d'écurie, peut-être Aston en tout début de saison, mais enfin, faut Ça tenait pas devant. Hein. À 6 mois. Je me souviens de la bataille face à Alonso en Arabie Saoudite. Non, Pérez, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Encore une fois, comme tu le disais, les éloges, bravo Pérez, beau dimanche de course. Juste pour Singapour, Red Bull va apporter les dernières évolutions de la saison. Et le week-end est parfait pour Red Bull. C'est 10 sur 10 par rapport aux 10 courses de suite. Mais au final, ils mettent 43 points plus 1 du meilleur tour en course. Non, c'est Piastri qui l'a. Piastri qui le prend finalement. C'est pas 44 finalement. Bon, qui prend pas le point parce qu'il est pas dans le top 10 du coup. Ouais. Juste, on a vu une image, Tom nous l'a mis en petite fenêtre, ce tour d'honneur incroyable avec ces deux Red Bull côte à côte qui remontent à Monza, suivi par les Ferrari. Moi je pense que cette image, cette photo, on la verra dans les livres d'histoire à l'avenir. Je sais pas, elle m'a marqué cette image. Ça me rappelle les Mercedes à la parade en fin 2010, ça me rappelle les Ferrari à la parade fin 2000. Après, je trouve ça plus anecdotique qu'autre chose. Non, c'est anecdotique, mais c'est un symbole qui est. Le symbole, en tout cas, j'ai trouvé fort. Le symbole, c'est on est en mission, quoi. C'est la marche impériale, mais bon, après. C'est une image. C'est une image. Aston Martin qui tombe du podium, les gars. 3e enseignement. Ferrari leur a repris la 3e place. Cette AMR 23, apparemment victime de sa traînée. Aston Martin qui marque le pas depuis Silverstone. C'est 42 points pris en tant qu'équipe en 5 courses. Alonso qui ne pouvait pas faire mieux, qui fait quand même une P9 et 11 points de retard sur Ferrari, désormais après Monza au championnat. Et puis, comment ne pas évoquer le cauchemar quand même de Lance Stroll. Alors, il y avait Drugovich, certes, dans sa voiture en EL1. Il a eu cette panne aussi également en EL2, ce qui lui a pas permis forcément de beaucoup travailler sur le setup de son auto. Il termine quand même dernier de Q1, inexistant le dimanche où il termine à une anonyme 15e place, alors que pourtant il était dans une stratégie à un arrêt. Et surtout que Lance Stroll, le bilan comptable, il est cata. C'est 3 points pris sur les 5 dernières courses. Et surtout, au classement pilote, on le voit, Alonso a pris 3 fois plus de points, c'est-à-dire qu'Alonso a rentré 75% des points de son équipe. Aston Martin qui tombe du podium, on a fait une émission, on l'avait prédit parce que Lance Stroll n'est pas au niveau, les gars. Lance Stroll n'est pas au niveau et la voiture n'était pas au niveau de Monza. Alonso estimait qu'il s'agissait de la course la plus difficile de la saison pour Aston, physiquement, surtout parce que, alors ça peut sembler paradoxal, on parle de Monza et pas de Singapour ou de la Malaisie à l'époque, mais il dit que la voiture avait été difficile à conduire parce qu'elle avait 0 grip. Et on l'a vu, je suis tombé sur des compilations vidéo de Fernando Alonso, notamment dans les Lesmo 1, Lesmo 2, je crois que c'est virage 6 et 7. Et 7, ouais. À plusieurs reprises, il manque de cracher la voiture, il y a des multiples corrections. Je pense que sur l'ensemble des 51 ou 52 tours, il faudrait prendre le temps de regarder les 52 tours et de compter le nombre de corrections de volant d'Alonso et de comparer avec celles notamment de Max Verstappen. C'est le jour et la nuit, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis, je te donne la parole tout de suite. Regardez la déclaration d'Alonso, on l'a justement, c'était hier sur Sky Sport, ce qu'il a déclaré, la phrase, je trouve, est assez symbolique. Il dit « Ça a été la course la plus dure de la saison, la voiture était très difficile à piloter. Pour dire, c'était plus stressant aujourd'hui qu'à Zandvoort sous la pluie la semaine dernière. » Mais on en revient à cette notion de confiance dans la voiture, dans le sens où si à Zandvoort, il se sent à l'aise, tu l'emmènes où tu veux, la voiture, quand tu es à l'aise et quand tu es en confiance. Tu freines plus tard, tu réadaptes parce que tu sais comment elle va réagir. Là, si tu sais pas comment elle va réagir et qu'à chaque fois dans les Lesmo, tu as une correction à faire parce que l'arrière, il s'en va, tu as beau être Fernando Alonso, tu redeviens quelqu'un qui va être assujetti à ce que l'aérodynamique de ta caisse veut bien laisser transparaître. Donc, je comprends ce qu'il veut dire là-dedans. C'est pas tant stressant en termes de déroulé de course, c'est stressant en termes de... Il n'a pas pu mettre son plan en marche et par conséquent, à chaque virage, il ne savait pas s'il allait tenir ou pas. Je retiendrai une partie de la déclaration d'Alonso. Je ne sais pas si tu l'as mis, je ne me souviens plus. Alonso dit mais à Bahreïn, on savait déjà qu'à Monza, ça serait compliqué si on n'évoluait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver dans le discours de Fernando Alonso la crainte qu'on avait en début de saison que cet Aston Martin soit bien né, mais qu'on ne lui donne pas à manger pour la faire évoluer?
On savait, Monza, Bah, oui. je vais le prendre dans l'autre sens. Du coup, si le constat du début de saison reste valable, Singapour arrive. Oui, tout à fait. Et il disait, Hongrie-Singapour seront les 2 courses avec Monaco, je crois. Après, le problème, c'est que les autres écuries ont évolué. Ah, mais- depuis, ouais. On s'attendait à ce qu'il y ait un problème sur la Ouais, vitesse ouais. de pointe à Monza, pas sur les Lesmo. C'est vrai. On s'attendait à ce que. Tu sais, on disait en début de saison que la Aston Martin, c'était une Red Bull. On a souvent loué Même caractéristique que la Red Bull, on a un peu moins bien. On a souvent loué sa traction et on avait vu en Autriche, même si tu nous l'avais expliqué, on avait vu que ça avait été le Bah bas ouais. qui blesse justement sur Ouais. cette Aston Mais en Martin. fait, on a rarement vu, peut-être jamais, depuis le début de la saison, Fernando Alonso avoir autant de difficultés, C'est vrai. autant manquer de confiance envers sa voiture. Tout à fait. Donc, effectivement, à partir du moment où Fernando Alonso a ses problèmes et termine dans les points, il termine quoi, 9e? 9e, ouais, tout à fait. Singapour, c'est un circuit où il a confiance quand même. J'ai envie de te dire, je peux pas attendre de miracle de Lance bien. Stroll. T'as dit quoi? Il a dit Singapour, c'est quand même un circuit où il a de la confiance. Il faillit se- 2008, allez voir notre Ouais, vidéo la semaine ouais. dernière. Euh, Je suis super fier de ma vanne personnelle. Non, non, mais. Elle est bonne, elle est bonne, Ouais, elle est validée. Alors le board des fans d'Alonso. Oui, donc Stroll. Concernant Stroll, oui, bah à partir de, si tu pars de ce postulat, oui, Stroll, tu peux pas en attendre grand chose. Maintenant, tu peux pas en attendre grand chose. Et je termine derrière Liam Lawson, qui a 2 courses en Formule 1 chez AlphaTauri. Mais ça se trouve, le package de l'AlphaTauri mettait plus en confiance Liam Lawson que Lance Stroll. Peut-être, mais le constat, il est violent quand même. Mais les gars, juste pour revenir sur cette question de Lance Stroll, on a fait une émission spéciale là-dessus, sur Lance Stroll et sur justement le fait qu'il puisse être le maillon faible de cette écurie Aston Martin dans la lutte avec les 4 fantastiques. J'ai l'impression quand même que le bilan comptable que je vous ai donné tout à l'heure, il est pire encore que ce qu'on estimait quand on a fait ce débat-là il y a maintenant quelques mois. En début de saison, les 4 premières courses, Alonso met 60 points. Stroll en met, je sais plus. 18, un truc comme ça, non? Non, plus que ça, il en met 27. D'accord. 60, Sachant qu'il avait son problème au poignet. Oui, au poignet. t'as raison, 60 deux à premières 27. ça c'est vrai. Et de base, je me souviens que tous les 3, on était là à voir sur l'évolution de la saison. Mais pour le moment, c'est insuffisant si Aston Martin veut jouer la 2e place. On disait insuffisant à 60 à 27. On lui trouvait l'excuse du poignet, on lui trouvait l'excuse du fait de s'acclimater à Fernando Alonso, tout ça. Les 10 courses d'après, 110-19. Le ratio, Il est explosé. je ne dis pas de bêtises, 3 fois et demi plus violent. Regarde, on le voit. Lance Stroll 47 points, Fernando Alonso 170. Voilà, tu sais d'où elle vient la perte de la. Après C'est plus de Alonso, 3 fois. J'ai dit place. 3 fois tout à l'heure, c'est plus de 3 fois. Après Alonso, dans sa carrière, il a aussi piloté des voitures qui étaient très difficiles à conduire. Je pense Ouais. notamment à la Ferrari. Terminer dans les points, finalement, il termine dans les temps ou à moins d'une seconde de même Albon, Norris. Alors, principalement parce qu'Albon et Norris ont perdu du temps justement dans les batailles entre eux. Je crois qu'il avait Alonso 8 secondes de retard à 15 tours de la fin sur Alex Albon. Mais il limite la casse aussi par rapport à Hamilton, puisqu'il perd 6 points sur le week-end par rapport à Hamilton. C'est vrai que Stroll, quand il termine à 37 secondes de Fernando Alonso, quand il 40, termine avec ouais. 1 millième d'avance sur Pierre Gasly, et quand on sait les difficultés d'Alpine, on va en parler dans quelques minutes, c'est chaud quand même. Moi, je veux bien lui trouver des circonstances atténuantes aujourd'hui, mais Stroll, ça commence à devenir compliqué. Et comment il va finir la saison et comment il pourra se projeter sur la suivante. Il y a plein de questions qui se posent en tout cas autour du cas Lance Stroll, maillon faible de cette écurie. Aston Martin, parlons d'Alpine. Sachant, Oui, excuse-moi, pour désolé. conclure, qu'Aston va poursuivre le développement de cette voiture jusqu'à la Jusqu'au fin bout. de la T'as saison. raison de le dire, c'est vrai qu'on a oublié de le Ce qui préciser. pourrait permettre de voir une Aston en fin de saison un peu plus performante parce que la voiture 2024 ne sera entre guillemets qu'une évolution de celle de Je 2023. voulais juste vous donner une statistique avant de conclure. Vas-y. Position moyenne sur la grille de départ. De Lance Stroll Des deux. Je te dirais Alonso, genre 5. 5, ouais, c'est ça. Alonso 5,5, Ouais. Stroll 12. 11. Le double. Wow. Ouais, ok. Le double. Tout est dit. Donc de base, t'as un mec qui se positionne pour mettre 10 points par course. Au bout de 14 courses, ça fait 140. Il est à 170. Et t'as un mec qui de base est hors point. Mhm. Donc en fait, ils sont théoriquement, entre guillemets, si on part comme ça, avec un seul pilote. Exactement. Voilà le constat en tout cas pour Aston. Il n'est pas nouveau. On l'avait déjà fait sur un excellent débat que je vous invite à retrouver. On rentre un petit peu plus dans le détail. 13-1 en qualification pour Alonso face à Stroll. Magnifique. Excuse-moi. Mais ouais, c'est Stroll Van Dorn, même Et combat. Non, 7-7 pas Albon tout à fait. Perez, du coup
Oui, c'était ouf, faudrait que là. je check. Albon Albon est devant. Perez. Ah, Donc ça fait. Je me suis pas Non, remis. 7-7. Non, 7-7, oui, si Albon finit devant, il c'est égalise ce week-end. Je me suis toujours pas remis de cette stat. Je t'avoue qu'elle m'a hanté Ouais, toute la ouais. semaine, j'ai pas arrêté d'y Elle a mis penser. une clacasse. Ah ouais, de dingue. Alpine sur la piste noire, ça aussi, ça nous a mis une claque. Ça aussi, ça nous a hanté tout le week-end. Alors, il y a le moteur, ce talon d'Achille, on vous en parle depuis maintenant quelques semaines, 30 chevaux, carrément handicapant du côté de Monza. Double élimination en Q1 pour les deux pilotes français, des stratégies désespérées qui n'ont absolument rien changé. Et puis, la question un brin provoque, c'est est-ce qu'on n'a pas assisté à un petit happening pour convaincre les autres d'accepter ce dégel du moteur pour qu'ils puissent travailler enfin Ah, c'était une parade, tu veux dire? sur la, voilà, c'est ça, pour voilà, les convaincre de travailler sur le dégel du moteur. Et puis il y a cette histoire de l'aileron arrière. Moi, franchement, j'ai pas compris. Mais vraiment, j'ai pas compris parce que c'est la seule équipe Alpine quand même qui est arrivée à Monza sans spécification, la seule équipe avec Red Bull. Mais Red Bull peut se permettre, on l'a bien compris. Et puis Red Bull, visiblement, ils ont des disqueuses. Et qu'en plus, voilà, c'est ça. En plus, ils l'ont retravaillé sur place. Alors, je vous ai mis plusieurs idées. Pourquoi ils n'ont pas ramené de spec Monza? Est-ce que c'est une histoire de stratégie? C'est-à-dire que nous, on mise tout sur les virages et pas les lignes droites? Il y en a J'ai du pas. mal à y croire. Est-ce que c'est du défaitisme? Après tout, on est foutu avec le moteur pourri qu'on a. Est-ce que c'est une histoire de budget cap? On a absolument trop développé, donc du coup, on n'a plus assez de crédit pour sortir une spé Monza. Ou est-ce que c'est un camouflage pour dire oui, notre moteur va pas bien, mais il y a aussi d'autres choses qui vont pas aussi bien sur cette voiture. Juste une petite déclat. Elle est courte, elle est rapide, mais elle est claire. C'est Pierre Gasly qui nous dit « Nous avons tout donné en piste, mais la 15e place semble être notre maximum aujourd'hui. » Alpine, c'est un week-end noir, complet. Là où je suis inquiet pour Alpine, c'est que par rapport à leur position au championnat, qui est actuellement la 5e place. 5e place, ouais. 6e, pardon, c'est McLaren qui est Oui, t'as raison. Ouais. J'ai l'impression que, au vu de la concurrence, c'est-à-dire de la 5 et de la 7e place, c'est la pire des 3 monoplaces entre la 5, 6e et 7e place. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que je fais pas plus confiance en la Williams en termes de polyvalence? Quand je vois que Alex Albon fait P8 à Zandvoort sur un circuit sinueux et P7 à Monza sur un circuit de ligne droite, moi je m'inquiète pour cette Alpine qui, par rapport aux autres monoplaces, ne développe plus de polyvalence. C'est ça qui m'inquiète le plus. Alors après, bon, il y a le DNF d'Esteban Ocon avec son volant bloqué, son cran là où il n'arrive pas. Il y a la tentative en stratégie pour Pierre Gasly. Et pour Ocon aussi. Hein. Oui, qui fait P15. Mais la différence entre Alpine et une très grande écurie, c'est qu'une très grande écurie, quand elle se pointe sur un circuit où ça va être problématique et compliqué, on va tenter quelque chose. On n'a pas ramené certaines specs à bas coût du côté de Ferrari parce que c'était plus valable de les mettre au Canada. Donc, on a attendu. Chez Mercedes, on change le moteur de Lewis Hamilton au Brésil en 2021 pour, même si on prend de la pénalité, le gain sera suffisant pour revenir. Ferrari n'a l'a fait pas- ce week-end, hein, par exemple, Oui. sur les deux voitures. Mais il n'avait pas pénalité. Et voilà, exactement. Je ne sais pas d'ailleurs le nombre d'allocations moteur, si jamais vous savez dans les commentaires, vous pourrez nous dire. Dans l'allocation moteur, si Pierre Gasly ou Esteban Ocon auraient pris une pénalité ce week-end en changeant de moteur. Mais quand bien même ils auraient pris une pénalité, en partant 18-19, en partant 17-18. 18 et 16, je crois. 16-18. En partant à ces positions-là, qu'est-ce que t'en as à foutre de prendre une péna? Sors un moteur, déjà en plus du coup, ça veut dire que t'en as un de plus dans ton bagage pour la fin de saison et du coup tu peux mieux manager. Ou alors t'en fais un one-shot, tu le débloques à fond et on du voit. coup tu compenses un petit peu. Après, on n'est pas dans le secret des dieux, je Complètement. le dis à chaque On n'a pas Grand toutes les Prix. infos aussi, Mais c'est vrai. j'ai de mon côté, de ma vision spectatrice, un sentiment de est-ce qu'on a tout tenté? Et je suis pas sûr. On commence par quoi, Hamza Armani? Peut-être la vidéo de Pierre Gasly Inside en français, je sais que ça t'a beaucoup plu, ça. Ah oui, bah oui, une écurie française qui parle en français, ça mets me des jetons dans le jukebox. ça me fait Vraiment, plaisir. c'est- Je l'ai pas c'est- vu la vidéo, je l'ai appris. T'as déjà assisté au nourrissage des félins au zoo? C'est exactement ça qui va se Ah, passer. là, vraiment, exactement ça. vraiment là. Tiens, prends un steak. Regardez Hamza Armani. Écoute, fallait, Dans une entrecôte comme ça. là. fallait apporter de la bonne humeur et une, vrai. une histoire positive T'as pour raison, Alpine. dans Donc tout ce marasme, bien, une t'as écurie raison. française qui parle français, qui fait des vidéos en français, qui fait des tweets en français, c'est génial. Non, mais Les patriotes. honnêtement, t'as tout dit. Et puis, en plus, rien ne va parce que même sur les stratégies que tu tentes, t'as un arrêt manqué. Alors, mieux vaut je crois que c'était Gasly qui fait un arrêt à 5 ou 6 secondes. Mieux vaut le
rater là, tu peux le rater au moment comme à Zandvoort où tu joues le podium. Mais encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait à Zandvoort. Gasly disait on va dans la bonne direction. La semaine dernière, j'évoquais le fait qu'il était impossible, nous, encore une fois, de l'extérieur, de savoir ou de prendre le résultat de Zandvoort pour dire on va dans la bonne direction. Monza, c'est un dur retour à la réalité. La question qu'on se pose, je pense, c'est est-ce qu'il y avait vraiment tant que ça rien à faire? Je sais pas. Quand tu vois de Bottas, ça fait P10 finalement. Mais ça me fait halluciner que tu non, mais restes bloqué non, sur mais cette 10e j'insiste place. là-dessus. Mais enfin, je sais pas, l'Alpha avait des meilleurs perfs que l'Alpine. Oui, peut-être, remarque ce week-end. Avec le moteur Ferrari, Ouais, peut-être, ouais. t'as raison. En termes de VMAX, en qualif, Alpha et Ferrari sont les seuls à toucher les 350 km/h. D'accord. Mais tu Bon, vois, bah, t'as par répondu à ma exemple, question. 2020, alors les Ferrari font une course cataclysmique à Monza parce que j'essaie Oui. de prendre un truc similaire en termes de moteur. Le débitmètre, effectivement, avait montré un moteur Ferrari très à la traîne. Mais ça tentait quelque chose. Charles Leclerc se crache en 2020 à Monza Parce qu'il a zéro appui. parce qu'ils ont débraqué comme des sourds cet aileron arrière pour permettre de gagner quelque chose. Là, on avait même l'impression qu'ils avaient l'aileron le plus braqué du paddock. Alors, peut-être que du coup, ils ont voulu compenser à mort dans les virages. Spoiler alert, les copains, c'est 20% du tour. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de compenser autrement Et du puis coup, même compter sur les la performance pure en qualification, c'est chaud, quoi. pilotes. Et puis la perf Franchement, aéro les n'est pas deux- bonne. Ouais, c'était- Les deux Alpines éliminés en Q1, Après, je crois qu'on n'avait pas vu ça. Qui se gêne, c'est Pierre Gasly. On n'avait qui pas dit vu ça, je crois, je depuis sais pas. 2016. Renault 2016. Sergent, il est devant les deux Alpines en qualif. Lawson aussi, hein, je sais pas, parce qu'il n'a pas non plus, une Bugatti. Moi, je veux bien spécification de Il y a mieux, Monza, remarque. problème de manque de puissance moteur, problème, je crois que c'est Julien Febvre qui disait qu'il y avait aussi un problème de refroidissement qu'il sera impossible de régler avant 2024. Enfin, ça pique, quoi. Il y a quelques années, on me disait objectif sans course. Ah, non. Ça y est, c'est Même derrière. s'il est plus là. Non, Oui, mais Hamza, pas de penalty inutile. Quand il faut, et on met un. Ouais. Mais sinon, calme. Les je sais gars, pas. J'espère juste que la fin de saison permettra de construire une base saine pour 2024. Après ce week-end mascarade, est-ce qu'on se garderait pas du temps? Est-ce qu'on refermerait pas le livre Alpine tout de suite et on se garde du temps pour la F2, les gars? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, vas-y, Alpine. Juste pour conclure, problème statistique, petite stat. Hamzine. Alpine, c'est 8 abandons en 2022, 8 en 2023. La saison n'est pas terminée. on a pas réglé. 5e pour Ocon, abandon de la saison, c'est un record cette saison. Tout pilote. Mais je te rappelle que la confondu. fiabilité a été ignorée au profit de la performance. Ouais, les gars, gardons Mais du la temps. saison dernière, c'était compréhensible. C'était compréhensible. Là, Il y avait de la malheureusement, perf. Oui, Regardez pas le- l'ironie, c'est pas grave. Regardez le classement, les gars, avec Max Verstappen toujours leader et du championnat des conducteurs et du championnat T'es revenu. des constructeurs. T'es revenu. En effet, et oui, vas-y Hamza. Petite correction à apporter sur Ouais. ce que l'on a dit il y a 5 minutes. Pérez part devant Albon en qualif, en Q3. Ah oui, Fait- oui, je crois que c'est il fait 5-6. 5. Ouais, 5-6. 5-6, ouais, exactement. Donc il égalise à 7-7. Non, 8-6, Pérez est devant. Ah oui, pardon, Ça fait excuse-moi. 8-6, Oui, par une raison, excuse-moi, célèbre désolé. remarque. En effet, et on voit que eh bien Sainz compte toujours 6 points d'avance sur Charles Leclerc et que Lewis Hamilton toujours à la lutte. Il y a maintenant déjà 6 points d'écart entre Alonso et Hamilton. Ça va être intéressant cette lutte jusqu'au bout en tout cas pour les accessites. Voilà pour les classements. Les gars, on parle F2 tout de suite parce qu'il y a un énorme sujet F2. On va peut-être avoir un champion français. On croise les doigts. On se porte pas la chkoumoun. Jingle tout de suite. 5 minutes et on est bon. Théo Pourchaire est monté sur le podium lors de la Feature Race ce dimanche. Il avait marqué de gros points là, sur une belle remontée, notamment en sprint. Vesti a encore craqué dimanche. Iwasa n'a pas marqué de points samedi. Et du coup, Théo Pourchaire a 25 points d'avance à un Grand Prix de la fin. Il aura lieu, ce Grand Prix, enfin ces 2 courses, elles auront lieu du côté de Abu Dhabi. Est-ce qu'on peut dire, les gars, sans trop se porter la chkoumoun, est-ce que c'est Non. presque fait? Non. Il n'y a rien de fait. Il reste 39 points à prendre. 25 points d'avance, c'est un matelas confortable, mais ce n'est pas fini. Il reste 39 points à prendre. Si on m'avait dit, avant Spa, avant le début Oui, du on week-end aurait à signé Spa, tout de suite. Ouais. que Fred Vesti allait abandonner à chaque course sur des problèmes plus loufoques les uns que les autres, Ça, c'est vrai. j'aurais pas cru. Mhm. Donc il reste un course, il reste des points, il reste une course, pardon, on va parler français. Il reste des points à mettre. J'attends que Théo mette les points suffisants. Je crois qu'il peut être champion dès la course sprint. Exactement. Voilà. Ah, Attendons, soyons tranquilles. Au-delà, Mais au-delà du bilan comptable, est-ce que l'impression laissée par Théo ce week-end n'est pas là
pas pour une fois, mais comme d'habitude, elle est plutôt intéressante. Moi, j'ai eu l'impression d'un pilote qui était en objectif, qui était en mission, en tout cas, pour le championnat. Alors, certes, on pourra dire il n'a pas encore gagné, il n'a qu'une seule mais ce qu'on victoire voit de cette saison, Théo, en etc. Mais la gestion de ce week-end, elle est patron, je Ce trouve. que tu vois à Monza, c'est ce que tu vois depuis le début de la saison. Complètement. C'est la gestion d'un championnat qu'on n'a où pas on vu va à Zandvoort, je précise. on va On pas n'a pas vu à forcément Zandvoort. chercher, effectivement, on va pas forcément chercher la victoire à tout prix. On va chercher à mettre les gros points. Les 2 points de la pole position, fallait faire le tour en qualif. Alors après, la fin de qualif en F2, c'était ridicule. Oh, On en avait parlé il y a quelques années. Non, mais il avait le meilleur rythme quand même. en F1. enfin. Mais il va quand même faire le temps nécessaire pour aller chercher la pole. La course sprint le samedi, Hart volait, aussi bien Martins que Pourchaire. Donc tu te retrouves dans une situation où il termine 4e de la course, Vesti aussi. Hein. de la course sprint. Vesti aussi, il vole. Hein. Alors il vole, mais moi ce que je me disais, c'est le seul que qui a résisté au Hart en soi. Hein. sans la voiture de sécurité, Martins il volait. Et j'avais la sensation qu'il pouvait aller chercher la victoire. Et que la voiture de sécurité a un peu cassé justement le rythme qu'il avait pour aller justement chercher Vesti. Après, le restart de Vesti sur la course sprint, il est excellent. Il va les chercher deux, la hein. victoire. Les deux, ils sont. Mais concernant Pourchaire, oui, il fait un week-end complet. Là, il n'a pas cherché à surbatailler face à Iwasa le dimanche. Il prend 15 points le dimanche, 2 le samedi. Il en perd 6, je crois, ou 4. 5. Parce qu'il a le meilleur tour en course. Ouais. Le En samedi course après-midi. sprint, l'écart s'accroît. Non. C'est positif. Enfin, ce qu'il a. Il perd 6 points le samedi. 5. 6. Je tiens à noter d'ailleurs, bravo à Hamza Armani, la prononciation de Martins. Ouais, il l'a il nous l'a précisé corrigé, sur ouais, la ouais. RTBF Exactement. auprès de notre Avec confrère. ses origines portugaises, on dit Martins. Martins, exactement. Brice, ton avis sur ce week-end F2 Sur ce week-end F2, j'ai l'impression que j'ai vu ce week-end ce que j'aurais dû voir à Zandvoort en termes de position par rapport à son placement de départ à Théo. On parle bien de Théo vis-à-vis de ça. Et que ce week-end, alors en fait, il fait le job de ouf, mais il doit gagner. Il doit gagner parce qu'il part en pôle. Il doit gagner parce que Berman en face a pas forcément autant de rythme que lui. Il me manque le goût du sang pour Théo. Mais c'est juste ça qui manque. Il est extraordinaire de régularité. J'ai vu toute la course à quel point il évite les problèmes. Parce que les dépassements qu'il va faire au T4, T3 ou T4 Sur Maini Sur Maini, Oui. il est magnifique ce débat. en fait, il prend des risques, mais à aucun moment il ne se met en danger. Les risques qu'il prend, on le voit à chaque fois, il laisse quand même une petite marge. Et ça, c'est ce que n'a pas fait Vesti, à mon sens. On est d'accord, c'est Stanek qui le Du sort. coup, tu reproches à Vesti d'avoir trop eu le goût du sang, là où tu reproches à Pourchaire de ne pas Ne pas l'avoir. savoir Non. assez, ouais. C'est que Vesti, là où il va aller essayer de chercher Stanek, ça n'a aucun sens. Alors pour moi, ce qui n'a aucun sens, c'est la défense de Stanek. Mais Oui. ça, c'est un débat. De toute façon, Mais- je sais qu'on n'est pas d'accord. On Alors, sera pas d'accord. non, parce que Stanek est tout à fait Mais fautif. il le fout dehors, quoi. Mais Concrètement, Stanek est fautif, mais au moment où il voit que Stanek se décale, lâche. Et très sincèrement, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Prema qui le dit. Dit Fred, il aurait dû à ce moment-là avoir la lucidité de se dire, de toute façon, je le passerai, on a le rythme, je le passerai plus tard. Et je trouve que là, je trouve qu'il a raison. Autant c'était la faute de Prema la semaine dernière à Zandvoort, Totalement. autant là, je trouve que l'accident est la faute de Stanek, bien évidemment. Le fait que Vesti perde des points au championnat et s'éloigne du titre, pour moi, c'est un manque d'intelligence de course de la part de Vesti vis-à-vis de ce qu'il a à jouer. C'est la situation dans laquelle il s'est mis aussi parce Oui. qu'il est obligé de prendre des risques Donc, en fait, sur ce week-end. Il faut un juste milieu entre l'odeur du sang à avoir, mais l'odeur du sang, tu peux l'avoir quand t'es deuxième là, comme était Théo. Je suis pas sûr que tu puisses l'avoir autant quand t'es dans le paquet comme Vesti l'était. Parce que là, il faut être intelligent Il était dans la 5ème gestion. au moment où il se crache investi. Il fait lui aussi un très bon départ de la course principale. Ouais, mais il est dans un paquet au sortir du T4. Laisse-toi prendre ta position et derrière, tu la joueras à l'aspiration. Mais ce que je reproche, effectivement, je reproche l'inverse à Vesti de ce que je reproche à Théo. Mais je pense que dans le juste milieu se trouve le pilote de Formule 1 que les écuries cherchent. Un gestionnaire capable d'attaquer et de mettre de piquer le bon dard au bon moment. Alors, tu reproches pas, mais tu aurais voulu voir Théo aller chercher cette victoire.
piloter être pilote de F2, franchement, ça doit être sacrément compliqué. Parce que tu Bien tombes sur sûr. des énergumènes parfois. Enfin, il y a une différence de QI course, d'aptitude entre les pilotes, de compétences entre les pilotes. Et pourtant, tout C'est le un monde a à peu plateau. près la même voiture. C'est un plateau. Roy, Mais il n'est pas le seul. Honnêtement, moi, cette année, ce qu'il fait, je trouve ça Ouais, c'est inacceptable. incroyable. Ah, oui. Il y a une disparité totale entre les pilotes. Moi, honnêtement, si je suis Vestila, comme quand j'ai été à Jar en Australie, Oui, tout à fait. quand aujourd'hui tu t'appelles Pourchaire, tu t'appelles Vesti, tu t'appelles Iwasa, que tu joues le titre et que tu dois dépasser certains pilotes, alors je dis pas que Berman fait partie de cela, je le pense en plus pas du tout, Non. mais c'est une prise de risque supplémentaire que tu n'as peut-être pas en Formule 1. Et la lecture que tu as d'une course en F1, tu peux peut-être pas l'avoir en F2. Que Je Corey suis Dibris- pas d'accord, on avait Mazepin à l'époque. Corey Dibris, non mais ça, Et puis excuse-moi, phénomène. Mazepin, c'est un énergumène, mais on en a quasiment pas vu ces dernières Non, années. je trouve que Stroll en début de carrière c'était un peu pareil. Verstappen en début de carrière c'était pareil. Qu'est-ce que t'aurais dit si Pourchaire tente le dépassement sur Berman et Et que qu'il se Berman rate. le fout dehors Hmm. et qu'au final tu te retrouves à 0-0 au lieu de 15-0 Bah, en ou fait, 18 à ce moment-là. effectivement, si ça avait été la faute de Berman, Là, tu dois être, quand t'es Pourchaire, que tu sais que Vesti a abandonné, mais tu oui, dois t'as être raison. encore plus en Non, mais gestion t'as raison. que sur l'ensemble de la t'as raison, saison. mais c'est Prends les en fait points. je m'inquiète pour le baquet, c'est tout en fait. C'est l'impression, cette histoire d'impression. Je Mais m'inquiète le pour baquet, le tu vas baquet. pas le jouer sur une course à Monza. ça. Non, tu joues sur la saison et sur la saison il y a Voilà. une victoire. Mais il y a 10 podiums. Oui, d'accord, mais est-ce que Il y a 3 ou 4 abandons. Il y a 2 ou 3 courses hors des points. regarde. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que Si la question c'est est-ce que Pourchaire 2023 c'est Drugovic 2022 Non. dans voilà, l'impression non. d'avoir Alors, écrasé le sur championnat, non. Je vois ce que tu veux dire sur l'histoire du plateau. Est-ce qu'il est vraiment de très très haut niveau? Et tu vas prendre le comparatif l'année où tu avais Norris, Albon et Russell. Moi, les gars, je lis ça partout sur les réseaux sociaux. Attendons de voir ce que cette génération donnera. Bah, je Qui suis nous dit d'accord, que Berman n'est pas un crack? Qui nous dit que Iwasa se retrouvera peut-être en Formule 1, que ce sera une Tsunoda? Qui nous dit que Vesti, enfin, je sais pas. Moi, Et attendons, puis- prenons du recul là-dessus. puis, Je sais encore juste une que le fois- titre est pas suffisant. Indépendamment, Ça, c'est indépendamment des résultats bruts, et j'ai presque envie de te dire de l'impression, même si toi, pilote de F2, tu fais l'année parfaite, t'es pas assuré. Enfin, on a vu Attends, Sergent qui Drugovic. termine 4ème du championnat F2, Ouais, il est en ouais, Formule 1. Même De Vries. Mazepin, Latifi, De Vries. oui, De Vries. Ouais, Il complètement. y a plein de pilotes qui ont terminé dans le, je vais pas dire dans le milieu de tableau F2, mais dans la première partie de F2 sans avoir impressionné, qui se retrouvent en F1. Mhm. Tu peux très bien remporter ton championnat. Pourchaire, je pense que sur ces 3 ans, tu as eu un échantillon assez complet de du pilote qu'il peut devenir si jamais il parvient à mettre tout bout à bout. Je pense Donc, que chez Alpha aujourd'hui ou chez Sauber, on va pas se dire est-ce que Pourchaire doit absolument gagner Abu Dhabi, est-ce que Pourchaire doit absolument gagner Monza pour le mettre. Frédéric Vasseur avait parlé de l'impression, mais tu sais, je reprends cette phrase de Victor Martins dans le doc là qu'on a sorti sur Winamax. Il dit, Martins, pardon, excuse-moi. Il dit justement ce truc-là. Il dit quand t'es champion, bah entre guillemets, la personne en face n'a pas le choix. Alors oui, l'impression elle est importante Mais t'as aussi. plus à parler derrière ton CV. Mais exactement, Le CV, il est là. c'est exactement ça. T'as le titre, t'as validé le titre et c'est comme ça. Voilà. Et tu vois, on parle d'impression. Oscar Piastri laisse une impression en C'est F3 et en F2 qui fait que même s'il est pilote de réserve de son académie, son année d'attente est une année qui ne le met pas lui en danger, mais qui met son écurie et son académie en danger, Tout à fait. puisque il est courtisé. Derrière, Felipe Drugovic n'a pas d'académie. Mhm. Il fait une saison impressionnante. Et au dernier Grand Prix, est recruté par une écurie pour être pilote de réserve et rentrer dans une espèce d'académie Aston Martin. Bref. Théo, il va avoir, s'il est titré, son titre, être dans l'académie Sauber, toujours, troisième pilote Alfa Romeo, mais sans l'impression. Qui va le sortir d'une situation où chez Alpha, on re-signerait Joe, où on prendrait Drugovic, J'ai l'impression où on que Joe- re-signe Bottas. Joe re-signera de toute façon s'il n'y a pas le problème. J'ai l'impression que c'est le qu'une problème histoire financier. d'oseille. Oui, Là, c'est moi, le numéro L'impression, en plus du titre, te permet d'arriver pas seulement avec une académie et donc un potentiel baquet quand il se libère, mais également une cote pour les autres écuries. Aujourd'hui, est-ce que Haas se serait intéressé à Théo? Est-ce que Williams s'est intéressé à Théo? On ne sait Mais pas. peut-être on a que pas le tout, côté tu vois. gestionnaire peut être aussi également un argument, tu vois. Bien sûr, mais Puis pour reprendre et conclure sur ça, je pense que pour Cher joue plus parce que le titre il va falloir confirmer,
mais joue aussi beaucoup sur les essais en F1 qu'il fera dans les Exactement. prochaines semaines. C'est vrai. Là aussi, Exactement. l'impression, là je pense que elle sera l'impression de l'essai, puisque tu parles d'impression, elle sera plus importante au moment de faire les essais, au moment de rendre le feedback, de ne pas cracher la voiture, de voir peut-être, parce que ça commencera à faire quelques séances d'essais, de voir peut-être un temps, une Ouais, comparaison avec Joe et avec Bottas, où il est capable, si on lui permet, où il est capable d'amener la voiture, plutôt que de savoir s'il a fait 10 podiums ou 9, s'il a fait une victoire ou 4, et s'il a fait, je crois que c'est 3 abandons ou 12. Dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Très rapidement, Oui. les gars. Si vous deviez fermer les yeux et vous dire qui est le pilote qui vous a le plus impressionné en F2 cette année, bof, donnez-moi un nom. Berman et Vesti. Moi, c'est je dirais. Victor. Ah oui, ouais. La deuxième partie. Non, sur la vitesse, je suis d'accord. Sur la vitesse, je suis d'accord. Impressionné. Moi, Berman m'a vraiment impressionné. Mais c'est quand il viendra en plateau, moi, c'est une question que j'aimerais lui poser. Est-ce qu'il a des regrets? Parce qu'effectivement, sans le début de saison, Bah, il fait troisième au championnat. il joue le championnat. Potentiellement, il joue le championnat Du coup, aujourd'hui. Complètement. Vesti. Plus Berman que Vesti, bizarrement. Je sais Ok, pas, Berman m'a vraiment marqué, moi. Victor, et toi? Peut-être que Martins, ouais, effectivement, là, c'est le premier. Berman, mais peut-être plus Martins. Parce que c'est un rookie. Ouais. Alors, chez Hart, qu'il a un coéquipier qui est quand même Oui, depuis c'est 2 vrai. ans présent, dans l'impression, effectivement, dans le pilotage, l'agressivité, Martins. Donc, au tout venant et des écuries, celui qui prend de la cote cette saison, je pense que c'est Victor. Mais après, nous, on a un regard de Berman, spectateur. Victor. Nous, on a un regard de spectateur. Peut-être que le directeur d'écurie, de voir un mec qui est régulier, qui met la voiture dans les points régulièrement sur le podium, qui se crache pas trop, etc., c'est peut-être un gage de qualité aussi. C'est tu un vois, gage de comparé à qualité. Victor et à Berman. C'est un gage de qualité pour un pilote que tu as engagé. C'est pas forcément un gage de qualité pour te décider à virer un mec qui est chez toi. Pour le Mais mettre, l'impression que Martins me laisse, moi, Théo, il me l'a laissé sur son année de rookie. T'as raison. Où il a eu aussi des problèmes mécaniques. Mhm. Sa première course, je crois, à Bahreïn, où Ouais. il est en tête, où il est deuxième et il a une casse en fin de course. Est-ce que c'est suffisant pour Bah oui, en fait, ces 3 saisons, elles se complètent avec Théo. Et- Maintenant, en fait, ce qui lui manque, c'est l'année complète. De faire oui. les 3 saisons en une saison. Exactement. Voilà, Et- les amis. On aura en dernier point F2, ça sera après Abu Dhabi. J'espère qu'on aura un truc à fêter. Et d'ici Abu Dhabi, on va essayer quand même de les inviter, nos amis, pour voir J'appelle. tout ça. Hein? J'appelle. Ça sonne. Voilà, les gars. Mercredi, n'oubliez pas, on a un gros rendez-vous mercredi. Il y a 2 sujets. Ça sera une émission toute rouge. Tout à l'os, ça? C'est ça, à peu près? Tout à l'os, Tutto rosso. Tout rosso aussi. Leclerc est-il vraiment un leader? Waouh, la question elle pique, mais on la pose. Peut-on être déçu de sa saison? Les pleins pouvoirs sont-ils arrivés trop tôt pour cet homme? Que doit faire Frédéric Vasseur? Et puis Margot parle moto. Margot va nous parler du miracle Bagnaia et de la tuile Bastianini. Il sera question aussi de rouge, il sera question de Ducati. Bonne journée les amis. Merci Hamza, merci Brice. J'ai déjà hâte d'être à mercredi.